Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol! Bonjour à toutes et à tous, bonjour Shannon. Hello. Merci à toi de nous avoir rejoints sur le podcast Fly with Mel. Avec plaisir, merci de me recevoir. Ça me fait toujours plaisir Bah oui, j'adore. Un peu cosy à la maison. Ça me fait toujours plaisir de recevoir des Français et Françaises sur le podcast pour parler un petit peu de l'aventure australienne, mais pas que. Ouais. Et d'ailleurs, à propos de toi, aujourd'hui, on va parler de toi, de ton changement de vie total, de ta transformation, parce que tu as quitté du jour au lendemain ton CDI en France, pour partir à l'aventure, pour suivre ton cœur, pour aller au-delà de tes peurs, pour te révéler un petit peu toi-même. Donc, merci à toi d'être là et d'en parler aujourd'hui sur le podcast. Merci. Je suis super contente. Bah ouais, moi aussi, je suis super contente. Et du coup, j'ai un premier icebreaker, on va dire, casser la glace pour ceux qui ne parlent pas encore anglais, pour que les auditeurs et auditrices puissent un petit peu savoir qui tu es, mais pas simplement, tu vois, avec une petite présentation bateau, on va dire. C'est quoi ta citation ou ton mantra préféré ? Ouais. Bah écoute, c'est marrant parce que elle résonne énormément avec toute cette aventure justement. C'est no risk, no story. Donc pas de risque, pas d'histoire. Et bah du coup, vu que je sais que tu es de Sydney depuis longtemps et de Bondi, peut-être que tu reconnaîtras cette peinture qui était à Bondi Beach, qui n'y est plus, sur tu sais, les murs de peinture là sur la plage. Quand je suis arrivée en Australie, du coup, il y a 1 an et demi, j'ai vu cette peinture et je l'ai prise en photo à chaque fois que je suis passée devant parce que elle n'était pas forcément la plus belle de toutes, mais juste le message, il résonnait tellement en moi. Et quand je suis revenue, du coup, parce que je raconterai après un peu le voyage, mais je suis revenue à Sydney, du coup, il y a 3 mois maintenant. Et cette peinture n'y est plus. Elle a été remplacée par une autre. Et ça m'a fait super mal au cœur, parce qu'en fait, cette phrase, pour moi, c'est mon histoire, c'est mon aventure avec l'Australie, mais pas que, quoi. De dire qu'en fait... j'ai envie de prendre des risques dans la vie parce que sinon j'ai rien à raconter, j'ai rien à léguer et rien à vivre en fait aussi, tout simplement. Donc je dirais que c'est ça. Waouh. Peut-être que c'est juste que maintenant ça y est, c'est la transition est prête pour toi et tu peux aller de l'avant. C'était un trop beau message au final. Enfin, du coup, j'ai envie de me la faire tatouer et tout parce que j'ai un peu ce truc de genre cette peinture n'existe plus, je peux plus aller la voir et tout. Et du coup, j'ai quand même envie qu'elle reste parce que vraiment cette phrase pour moi c'est mon moteur en fait. Quand j'ai peur de me dire c'est normal, la peur, elle sera toujours là, le risque, il existera toujours, c'est ce que je répète toujours à mes proches, à ma famille, à mes amis qui ont des doutes. Mais je dis, mais en fait, on vit rien si on saute pas un peu d'un pas en avant, quoi. Donc, et d'ailleurs, en parlant de ça, du coup, ça fait combien de temps que tu es en Australie ? Ça fait 1 an et demi, un peu plus maintenant, parce que je crois que ça fait 4 mois que je dis ça fait 1 an et demi, donc là, ça commence octobre 2023. Ça va faire 10 ans, elle va toujours dire que ça fait 1 an et demi. Mais du coup, t'es arrivée comment ici ? Comment, genre... En parachute, en hélicoptère, dans tout à fait. Un dos de requin. Hélicoptère. Non, comment ça se fait que tu t'es retrouvée en Australie ? Long short story, mais en fait, je pense que c'est quand même une envie que j'ai depuis longtemps. Je suis de la génération Covid, fin d'études bâclées par le Covid, parce que du coup on s'est retrouvés confinés, fin de licence, début de master. Donc j'ai eu un master hyper compliqué. Bref, en fait, j'ai pas pu partir à l'étranger pendant mes études, pas d'Erasmus, rien. Et du coup, j'avais une petite frustration parce que c'était un peu un rêve d'enfant que de partir à l'étranger. J'avais envie de, comme je pense beaucoup de gens, développer mon anglais. Et ça a toujours été un truc de me dire, à la fin de mes études, je partirai. Mais entre j'ai l'envie et le rêve et je saute le pas, il y a toujours un monde, en fait. Et je m'étais toujours dit, j'ai envie de le faire, mais est-ce que je vais vraiment réussir à le faire ? En plus, du coup, j'étais avec quelqu'un depuis mes 17 ans, donc il y avait aussi le truc de est-ce qu'on part à 2 ou est-ce que c'est un truc solo, quoi. C'est une grosse décision, quand même. C'est une grosse décision. Et au final, c'est quelque chose qui est revenu sur la table pendant le master, entre nous deux. Et on s'était dit, go, on va le faire, on va partir à la fin de nos études. On avait 1 an de décalage dans nos études, donc en fait, moi, j'ai signé un CDI à la fin de mes études. Et du coup, c'est quelque chose qui a été acté pendant ma première année de CDI, de se dire, en fait, on va le faire, quoi. T'avais quel âge ? Et donc, j'avais 23. Donc, à 23 ans, tu finis tes études, tu signes un CDI ? 22, je finis mes études, 22, 23, je signe un CDI dans la boîte dans laquelle j'avais fait mon alternance. Ok. Et dans ta tête, tu savais déjà que vous alliez partir ? C'était pas encore sûr, mais c'était quand même dans un coin de ma tête. Mais j'ai quand même signé en me disant, on verra, quoi. Mais je pense qu'une fois que j'ai eu signé, je me suis dit,
Pas sûr que je vais y rester quand même. Et en fait, c'est venu très vite. Là, j'ai pris mon billet pour l'Australie en février 2023. J'avais signé mon CDI en juillet 2022. Ok. Donc même donc j'avais commencé le CDI en septembre, tu vois. Donc j'y suis restée, au bout de 4-5 mois de CDI, je savais que je partais. Et qu'est-ce qui t'a fait, comment tu savais que tu devais partir, tu vois? T'étais frustrée dans ton boulot, je vérifie juste là. Mais ouais. En fait, déjà, donc il y avait le terrain de l'envie qui était là depuis longtemps. Et je crois qu'en fait, j'avais peur de me retrouver un peu, tu vois, enfermée dans une vie qui n'était pas forcément la mienne. Mais j'ai tout de suite ressenti cette espèce de peur. Comme si, pas forcément une vie qui n'était pas la mienne, mais en tout cas, de me dire, une fois que tu rentres dans la machine et dans le système, j'avais peur d'être comme mes parents et comme plein de gens de mon entourage. En fait, c'est bon, je suis lancée et on revient plus jamais en arrière un peu, tu vois. C'est trop tard pour tout quitter un confort, une vie stable pour partir un peu à l'aventure. Et je crois que j'ai eu hyper peur de ça, en fait, de me retrouver enfermée et de plus oser le faire. Et voilà. Est-ce que c'est parce que tu as vu des gens autour de toi devenir vraiment enfermés dans cette... Ouais. Du coup, ça t'a fait peur et Parce que tu vois, on a beaucoup de gens qui parfois se sentent perdus ou peut-être vides à l'intérieur et savent pas forcément pourquoi, tu vois. Et toi, tout de suite, t'as su mettre, entre guillemets, t'as su mettre des mots et tu savais que c'était relié à justement cet enfermement, cette peur de l'enfermement. Exactement. J'avais hyper peur de me retrouver enfermée. Et en même temps, tu sais, c'est ce sentiment hyper ambivalent de t'as peur de te retrouver enfermée, mais d'un autre côté, t'es quand même bien dans le schéma et dans ta petite case, tu vois. Encore une fois, j'avais signé un CD dans un cabinet de conseil, je gagnais bien ma vie, plus que mes parents en sortie d'études, alors que ça fait 30 ans qu'ils bossent, tu vois, parce qu'en plus, je viens d'un milieu social plutôt de classe moyenne, où du coup, c'était, quand j'ai grandi avec l'idée que c'était pas un truc qui me serait accessible. Donc en fait, une fois que je l'ai eu, je me suis dit, en fait, je peux pas en sortir, tu vois, c'est trop bien, t'as réussi. T'es à ce truc que tu pensais pas que t'arriverais à avoir un jour. J'ai grandi avec l'idée qu'il fallait 6 ans pour sortir de sa classe sociale, tu vois, pour réussir à vraiment s'émanciper financièrement. 6 générations. 6 générations, d'accord. 6 générations, oui, 6 ans, n'importe quoi. Alors attends, j'avais jamais entendu ça, mais pourquoi pas? Il y a une stat sociale et elle est même pas capable de la faire. Non, mais très bien. 6 générations. 6 générations pour sortir. J'avais jamais entendu ça, mais du coup, c'est intéressant. C'est 6 générations. Mais c'est marrant parce qu'avec ce genre de mindset, entre guillemets, qui est quand même, parce que c'est dur, justement, quand tu vois tes parents qui ont, j'ai pas envie de dire galérer, mais quand t'as pas grandi dans un environnement où tout est abondant et du coup, c'est facile de se dire, c'est pas grave, je pars un petit peu, tu vois, je prends des risques et machin. Du coup, qu'est-ce qui a fait que dans ta tête, tu t'es dit, en fait, je vais le faire? En fait, ça a été super difficile parce que c'était un vrai truc à déconstruire que de me dire j'accepte de renoncer à 2500 balles net par mois en sortie d'études au bout d'un an, quoi. Alors que j'ai pas du coup encore construit vraiment j'avais du coup un peu économisé avec ces années déjà de travail. Puis je travaille depuis que j'ai 16 ans, donc voilà, ça allait. Mais je m'étais quand même dit, waouh, c'est clair que c'est une vraie déconstruction. Après, j'ai un terrain personnel, je sais pas d'où il vient, c'est pas génétique puisque mes parents sont pas comme ça, mais où je remets tout en question, je questionne tout. J'ai besoin de me faire ma propre opinion, j'ai besoin de tester et tout. Mais j'ai aussi un terrain de peur très ancré. Donc t'as ces deux éléments chez moi qui se confrontent et qui sont très durs à gérer parce que il y a à la fois toutes mes peurs, mais qui sont des peurs immenses, la peur de l'inconnu, la peur de l'abandon, la peur de décevoir, la peur d'échouer, de pas prendre la bonne décision, bref. Et à la fois, ce truc j'ai besoin de moi tester, de moi éprouver, de moi me faire mon avis et tout. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, non, mais en fait, c'est vraiment pas un truc dans lequel j'ai envie de rester enfermée. Du coup, je vais commencer à déconstruire, à me dire, ok, quels schémas sont possibles. Donc en fait, je me renseigne beaucoup, je lis, j'écoute des podcasts, j'ai envie de découvrir des parcours de gens qui ont vécu des choses similaires, etc. Mais j'avais pas forcément beaucoup d'exemples autour de moi parce que j'avais l'impression que beaucoup de gens dont les parcours en tout cas étaient accessibles, on va dire, en termes de podcasts, lecture ou quoi, c'était des gens qui, en effet, avaient ce côté un peu aisance familiale, financière, etc. Tu viens de bonne famille, c'est plus facile, entre guillemets. C'est pas qu'il n'y a pas de difficulté, je dis pas ça, mais c'est plus facile de se dire, ok, je pars, je saute dans le grand bain et au pire, on verra, tu vois. Les difficultés sont ailleurs, certainement. Ouais. Exactement. Je pense que je suis partie en ayant quand même beaucoup gagné confiance en moi et en mes compétences et en me disant que je pouvais revenir dans ce schéma-là. Et c'est ce qui a beaucoup shifté, dont on reparlera, je pense, peut-être un peu plus tard, mais en fait, je pense que je suis partie en me disant que c'était une pause, un break, et qu'en fait, je reviendrais dans ma vie que j'avais commencé à construire en France. En plus, du coup, quand j'ai quitté mon taf,
c'est un truc qu'on avait un peu parlé et il m'avait un peu fait comprendre que j'étais la bienvenue si je voulais revenir. Donc je pense que je suis partie aussi avec cette espèce de filet de sécurité qui était important pour moi. Et qui fait que du coup tu pars un petit peu plus avec l'esprit un peu plus léger, même si c'est toujours plus stressant. Mais du coup c'est impressionnant parce que tu as fait tout ce travail sur toi, toi-même. Seule. Tu n'as pas été aidée par quelqu'un, et donc à travers lecture, podcast, etc. Donc ça, et moi j'aime beaucoup ça parce que je trouve que ça donne beaucoup d'espoir en général aux gens qui se disent bah non mais je peux pas, tu vois, je sais pas par où commencer, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais en fait commencer petit et commencer avec des tout petits trucs, des gens qui vous inspirent, faut les écouter, des livres qui peuvent vous éclairer ou vous donner un petit peu une lumière d'espoir Alors c'est pas facile parce que du coup t'as un monde qui s'ouvre à toi et en plus, moi je me suis sentie depuis toujours, je me sens l'ovni autour de moi, tu vois. Dans ma famille, etc. Comment ça? Que toi, t'es l'ovni, que t'es en décalage? Ouais, je suis en décalage avec ma famille et tout. Je les aime d'amour et tout, et voilà, j'ai une super belle relation avec eux. Mais je sais que je suis pas comme eux, quoi. Sur plein d'aspects. Et ça, notamment, sur mon indépendance, mon autonomie, mon envie d'aller de l'avant, de découvrir. Et ma mère, j'en parle souvent, parce que du coup, c'est des discussions qu'on a hyper régulièrement, parce qu'ils sont impressionnés, je le sais, ils sont très fiers, mais ils sont très impressionnés. Je pense qu'il y a eu des moments où ils ont eu peur, etc. C'est normal. Exactement. Les parents. Mais ils sont aujourd'hui hyper fiers, ils me font confiance et donc ça m'aide. Mais c'est pas facile de se sentir l'ovni au début parce que du coup, t'as pas de repères et tu sais pas par où commencer. Et c'est vrai que du coup, j'ai quand même eu du mal à faire ce travail, même si j'ai cherché des ressources. Et ça m'a fait passer aussi tout ça par une énorme crise identitaire juste avant mon départ en Australie. Du coup, tout s'est un peu confronté en même temps. Et en fait, je suis tellement quelqu'un qui intellectualise, qui analyse, qui observe et tout, qu'à un moment, ça m'a aussi complètement paumée, quoi. Et j'étais genre, je sais plus qui je suis, je sais plus où je vais, je sais plus quelles décisions sont les bonnes à prendre ou pas. Est-ce que je suis en train de faire une espèce de crise d'ado, tu vois, décalée, j'ai envie de tout envoyer valser parce qu'en fait, je l'ai jamais faite, ma crise d'ado. Ou est-ce que je suis quand même quelqu'un qui restera toujours assez raisonné et qui fait des choix en conscience Et comment t'as fait pour traverser cette phase, du coup, juste avant de partir? Franchement, je l'ai traversée quand même pas mal seule, avec mon copain de l'époque, mais pour qui c'était super dur de me voir aussi dans ces états de doute constant. Et c'était super difficile parce qu'en plus, j'arrivais pas à mettre de mots dessus, quoi. Moi qui analyse, qui a besoin de comprendre et tout, et qui a fondamentalement besoin d'un pourquoi, d'une raison dans tout. Là, j'en avais pas. J'ai passé 1 an en errance totale avec moi-même. J'ai fini par voir une psy. Mais j'en ai même vu plusieurs, mais pareil, c'était un truc que j'ai dû déconstruire parce que c'était pas du tout ok dans ma culture, dans mon éducation, de voir un psy. C'était un truc que j'avais un peu associé à, en fait, tu vas vraiment très très mal, ou t'es fou, tu vois. Donc il a fallu que aussi je me confronte à non, mais en fait, genre je vais pas bien, genre il y a des trucs auxquels il faut que je me confronte. Mais je suis pas non plus dans un état catastrophique et c'est ok d'aller voir un psy dans cet état-là. Et au contraire, je pense qu'aujourd'hui, je le dis tout le temps à longueur de journée, je pense que tout le monde dans sa vie devrait voir un psy 100%, à un moment. Je le répète. T'as pas besoin d'aller mal pour voir un psy. Je pense qu'on a tous des trucs à régler, il y a tous des blessures, des traumas, des trucs. Et pas que psy, hein. Il y a et pas que psy, il y a plein de praticiens. Coach, healer, il y a plein de guides différents qui peuvent. En fait, accepter de se faire aider, je trouve. Exactement. Et moi, c'était pas un truc qu'on m'a mis à disposition, dont on m'a parlé, donc j'ai pas sollicité la ressource parce qu'en fait, en psy, je savais que ça existait, mais tout le reste, pas forcément. Donc j'ai tout petit à petit un peu expérimenté. Et je pense que ce qui m'a quand même beaucoup aidé à avancer, c'est les ressources que j'ai pu mobiliser autour de moi. Mais donc du coup, j'ai dû en balayer beaucoup, trier. Ça m'a construit aujourd'hui et ça me rend super fière. Mais c'est vrai que c'était un chemin fastidieux, quoi. Et du coup, le choix de quitter ce CDI, c'était pour faire quoi, juste derrière? Du coup, il y a eu cette idée de partir, et donc vraiment la volonté de base, donc on s'était mis d'accord avec mon copain qu'on allait partir ensemble, c'était partir à l'étranger pour l'anglais. Donc là, il y avait plusieurs choix de pays qui s'offraient à nous. Moi, j'avais la condition que je suis une fille, alors c'est marrant parce que je viens de région centre en France, donc je viens pas du tout d'une région ensoleillée, mais alors moi je suis une fille du soleil. Donc, mais vraiment soleil, océan, mer, bref, j'ai besoin d'eau et de chaleur et de soleil. Et donc du coup, ça a rentré dans l'équation, d'où le fait qu'on n'a pas choisi l'Angleterre, l'Irlande ou tout ça. Et en fait, je me suis dit quitte à partir, parce que je savais que du coup, ce serait quand même pas un voyage de 1 ou 2 mois, c'était plutôt une visée quand même partir 1 an, tu vois, faire une coupure. Je me suis dit, quitte à partir, autant partir le plus loin possible. Parce que du coup, après, à la fin, dans l'équation, il restait un peu genre Australie-Canada. Et notamment via le PVT, parce que ce qui était quand même le visa le plus facile à avoir pour travailler et voyager.
Est venue dans l'équation la contrainte que le PVT Canada est un peu plus difficile à obtenir que le PVT Australie. Okay. Donc bref, on est très vite arrivé à la conclusion que pourquoi pas l'Australie, en fait, quitte à partir pendant un an, autant partir le plus loin possible dans un pays où on retournera pas forcément voyager de manière un peu plus genre vacances, quoi. Et donc en fait l'idée c'était on quitte tout pour partir en PVT en Australie un an. Ça, c'était le brief initial. Et lui, il était complètement en alignement avec toi, parce que c'est quand même pas toujours facile, tu vois, quand t'es en couple. C'est pas du tout facile. C'est quand même mon idée de base. Ok. Mais c'est un projet dont on s'est saisi à deux, qui est devenu un projet commun. C'est beau. Ouais. Je trouve ça beau. Parce que du coup, tu sais, j'ai connu aussi beaucoup de gens qui s'empêchent finalement de partir à l'aventure, et je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent nous écouter, qui peuvent être là-dessus, où t'en as un qui veut absolument partir et l'autre qui veut pas, et du coup, ça devient compliqué, parce que toi, du coup, qui as envie de partir, t'as une frustration totale qui peut durer tellement sur le long terme, et tu vois, même si tu continues avec cette personne, il y a toujours un moment où ça va éclater, où tu vas en vouloir à l'autre, où tu vas dire, mais j'aurais pu. Et de ce moment-là, j'ai toujours envie de dire aux gens, vous êtes les maîtres de votre vie et de votre réaction et de vos choix et décisions. C'est difficile de laisser quelqu'un derrière, mais c'est encore plus difficile de se laisser derrière. C'est de se laisser soi derrière, bien sûr. Et ça, c'est un boomerang. Ça reviendra un moment. Et pour l'avoir vécu autour de moi, d'avoir vu des gens à qui c'est revenu, je me dis, moi, je m'étais toujours dit, c'est un truc, c'est marrant, mais c'est un truc que ma mère m'avait toujours dit, elle m'avait dit... laisse jamais l'amour l'amour pour quelqu'un d'autre t'empêcher en gros de voir l'amour pour toi et du coup de faire les projets dont t'as vraiment envie et tout, quoi. Donc après, évidemment que en plus du coup, elle aime Val d'un amour inconditionnel, donc quand est venu sur la table le sujet de l'Australie, elle était genre, mais lui aussi, hein, il a envie de venir avec toi parce que quand même. Et oui, donc c'était vraiment un projet à deux, donc c'était au moins chouette. Un poids en moins, tu vois, dans l'équation. Cool. Et c'était quoi les premiers? Est-ce que tu te souviens parce que moi je me souviens très bien de toutes les peurs que j'avais avant de partir en Australie, qui étaient complètement illusoires, hein, comme toutes les peurs. Est-ce que tu te souviens de quelques petites peurs un petit peu futiles entre guillemets, juste avant le départ ou par rapport à l'Australie ou tu vois? En vrai, j'avais pas de peur pour l'Australie en tant que telle. J'avais les peurs à plus 1 an ou 2 ans de genre post-Australie, c'est quoi la suite quand je reviens, est-ce que je retrouve un taf, est-ce que finalement ma boîte ils vont me reprendre. J'avais les peurs de ce que je laissais dans le passé et du futur, genre vraiment très loin. J'avais pas vraiment les peurs du futur proche. Et après, du coup, les autres peurs, c'était plus les peurs moi, j'avais peur qu'on m'oublie. Ça, je sais qu'on en avait parlé. C'était vraiment très, très ancré. J'avais peur qu'on m'oublie. C'est une peur collective, ça. Je pense que c'est la vraie peur de beaucoup de voyageurs. Parce que... on a vraiment... Ouais, c'est ça, en fait. Tu quittes les autres et t'as l'impression que tout le monde va t'oublier, alors qu'en fait, c'est souvent l'inverse qui se passe, d'ailleurs. C'est pas que tu oublies les gens. Non, mais c'est plutôt toi qui vas t'émanciper, en tout cas, et vivre un truc tellement aussi à part que, voilà. J'avais tellement peur qu'on m'oublie. Après, voilà, je pense que je suis très... j'ai beaucoup besoin, depuis petite, de l'amour et de l'attention de mon entourage. Je pense que j'ai beaucoup cherché la validation à l'extérieur de moi-même. Et l'Australie, c'était aussi ça, l'objectif. C'était que je trouve enfin assez d'amour pour moi-même, pour plus aller le chercher à l'extérieur à ce point. Et du coup, j'avais tellement peur qu'on m'oublie, mais ça, c'était... mais j'en pleurais et tout, enfin, c'était vraiment dur. Et du coup, j'ai tout fait pour qu'on m'oublie pas avant de partir, tu vois, genre des fêtes, des trucs, vraiment, j'avais envie qu'on se rappelle de moi, et même au sein de ma boîte, tu vois, genre c'était une vraie douleur de partir au final, parce que même si je savais pourquoi je le fais et que j'étais sûre de ma décision, je quittais un environnement que j'adorais, dans lequel j'étais reconnue, valorisée, je sais qu'on m'appréciait, et c'était super difficile pour moi de me dire, je vais m'effacer peu à peu des souvenirs, tu vois, je vais manquer des événements, je vais pas être là, tous mes potes ont fêté leurs 25 ans, j'ai fêté mes 25 ans en Australie, donc j'ai loupé tous les anniversaires, j'ai même mes meilleurs potes qui se sont mariés, donc c'était pas prévu, ça s'est fait un peu en dernière minute, mais du coup j'ai loupé le mariage de mes meilleurs amis, enfin, ça m'a appris du coup beaucoup de choses aujourd'hui, mais la peur qu'on m'oublie, je pense que c'était vraiment la plus grosse que j'avais. J'avais pas trop de petites peurs sur l'arrivée, etc. Je pense un peu comme tout le monde, la peur de pas trouver de taf, mais je savais que je me débrouillerais. Je savais que j'ai toujours eu les ressources en moi pour me démerder, et je savais que ça irait, quoi. Et 1 an et demi après, du coup maintenant, est-ce que tu as toujours cette peur de l'oubli? Non. Qu'on t'oublie? Non. Aujourd'hui, ça s'est transformé, cette peur, ou ça s'est oublié? C'est devenu une telle force. Ça n'a pas tout guéri, mais ça a quand même guéri beaucoup. Aujourd'hui, j'ai plus peur de manquer. Enfin, tu vois, avant, j'avais vraiment ce FOMO de... Je voyais mes potes qui avaient fait un week-end, je le vivais vraiment très mal, quoi. Au tout début de l'Australie, je me rappelle, c'était douloureux. Évidemment, le mariage, ça a été un sujet quand même, ça a été dur, mais je l'ai accepté, quoi. Et j'ai pris la décision, parce que j'aurais pu aussi décider de rentrer un peu au dernier moment. J'ai pris cette décision et j'étais alignée avec.
Et aujourd'hui, je suis hyper contente quand je vois mes potes faire des trucs entre eux. Enfin, je le sais, tu vois. Et puis, je sais aussi que du coup, je vis des choses que ne vivent pas et qui m'appartiennent. Et je suis beaucoup plus alignée avec ça. Et en fait, j'attends beaucoup moins des autres. J'attends plus des autres, en fait. Je m'autosuffis plus qu'avant. Je pense que je suis pas encore... C'est du temps, c'est du work in progress, c'est un chemin de vie. De ouf, mais j'ai tellement progressé et ça me rend super fière parce que je partais vraiment de loin, quoi. Bah bravo déjà, félicitations d'avoir sauté le pas. Et du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en Australie depuis que tu es là? Je sais qu'on va parler un petit peu de toutes tes aventures parce que tu as aussi beaucoup voyagé. Mais alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Shannon, à plus d'1 an et demi après avoir quitté ton CDI et ta routine française? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bah, il y a eu un vrai gap parce que du coup j'étais donc consultante à Paris en France, donc job, enfin pour ceux qui savent pas, genre conseil, je bossais pour une entreprise qui est un cabinet, on bosse pour d'autres structures, d'autres entreprises sur des problématiques spécifiques, moi notamment sur les sujets environnementaux et sociaux. Et donc je passais 90% de mon temps derrière un ordinateur à faire des slides. C'est un peu réducteur quand je dis ça, mais la réalité est quand même telle quelle, c'est un métier quand même plutôt intellectuel. Et je suis arrivée en Australie, j'avais vraiment cette volonté de revenir à l'essentiel. C'était un peu mon mantra de départ, de me dire je vais refaire les jobs que je faisais quand j'avais 16 ans, tu vois, de la restauration, des trucs où je vais retravailler de mes mains. Et du coup, je suis arrivée, en fait, j'ai trouvé du taf au bout de 3 jours. Wow. J'ai eu vachement de chance, je pense. C'était assez ouf. Et du coup, j'ai bossé dans un café. Je suis restée 4 mois sur Sydney. Après, j'ai été bosser dans un domaine viticole pour renouveler mon visa. J'ai bossé dans ce domaine viticole. J'ai fait du wine tasting. J'ai bossé pour la coordination de mariage. J'ai rebossé dans des cafés par la suite. Et donc, aujourd'hui, à date, je bosse toujours dans un café. Donc, du coup, je suis devenue barista avec l'expérience. Et je suis aussi devenue prof de yoga. J'ai mon podcast, c'est pas forcément lié à l'Australie, mais voilà, j'ai mon podcast et j'essaye de développer mon entreprise, mon business. C'est trop bien. Du coup, plus rien à voir avec ta vie d'avant. Alors, oui, mais... Enfin, pour moi, il y a toujours... C'est un de mes grandes philosophies de vie. J'ai toujours ce truc de... Quoi qu'il, dans ta vie, tu connectes les points. Ouais. Et il n'y a rien qui est vraiment là par hasard. Et même si je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est plus ma destinée, en tout cas à date, d'être consultante, je retrouve plein de similitudes, plein de trucs, tu vois, que j'ai appris soit dans ce job ou... Enfin, il y a des trucs vraiment logiques, en fait. Et il n'y a pas de hasard à là où j'en suis aujourd'hui. Quand bien même, tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, j'aurais été genre, mais... what, quoi. Donc, mais non, plus rien à voir dans les faits. J'ai une vie qui est pas du tout... j'ai une routine sans avoir de routine, quoi. Dans le sens où, en effet, ça fait 3 mois que je suis installée à Sydney. Mes semaines, quand même, elles se suivent et se ressemblent. Mais dans ma semaine, je passe de podcasteuse à barista à prof de yoga. C'est génial. Du coup, c'est épanouissant, finalement. J'adore, mais moi, j'ai besoin de ça, en fait. C'est ça que j'ai appris aussi. C'est que je me faisais chier derrière mon ordi toute la journée parce que je faisais que ça. En soi, je peux passer aujourd'hui des heures derrière un ordinateur. Quand je monte un épisode, quand je crée des scripts... quand j'écris du contenu pour les réseaux, je peux passer beaucoup d'heures derrière un ordinateur, il n'y a pas de problème, mais j'ai besoin de séquençage, en fait, j'ai besoin de faire d'autres trucs, j'ai besoin de travailler avec mon cerveau, de travailler avec mes mains, travailler avec le cœur, en fait, j'ai besoin que toutes les parties de mon corps et de mon esprit, de mon âme soient impliquées, en fait. C'est très beau ce que tu dis, j'aime beaucoup. Du coup, t'es fière de toi, là, maintenant, j'imagine, et t'es heureuse, tu dirais que t'es heureuse? Ouais, je suis grave heureuse, ouais. Que tu as choisi. Ouais, je pense que en fait, je suis heureuse. Pas tant. Enfin, le résultat est cool, mais je suis surtout heureuse du chemin, en fait. Quand je regarde, j'ai envie de pleurer. Tu peux y aller. On va pleurer ensemble. C'est beau. Mais c'est important en fait, c'est super important aussi de s'en rendre compte, tu vois. Parce que moi, je parle beaucoup avec des gens qui sont ici depuis longtemps ou comme depuis pas longtemps, mais tu vois, on va aussi vite parce qu'on est dans cette incertitude constante quand même, tu vois. Même clairement, par contre, tu vois, faut pas non plus faire miroiter que des... Voilà. On est dans une incertitude constante, on crée des choses pour soi, on se découvre soi-même, bien sûr, mais tu es complètement incertain du futur, de ce qui va se passer, de sur quoi tu vas tomber, quelle opportunité ou pas, est-ce que ça va s'arrêter un jour ou pas. Donc il y a beaucoup de ça aussi. Du coup, forcément, tu vas vite et tu fais tous tes trucs, mais tu vois, tu es devenu prof de yoga, tu fais tes baristas, tu as ton podcast, tu essaies de monter ton business. C'est tellement énorme à ton âge, alors que tu es parti il y a 1 an et demi d'un truc. Tu vois ce que j'ai? C'est énorme, c'est génial et c'est important d'en prendre conscience. Donc, bravo, non, mais je suis hyper fière, hyper heureuse du chemin et ouais, je trouve que c'est trop beau en fait, parce qu'en plus ce qui me rend trop fière, c'est toute la débrouille en fait
que j'arrive à utiliser, parce qu'encore une fois, au-delà de venir d'un milieu social de classe moyenne, tu vois, j'ai pas des parents entrepreneurs ou commerçants, donc l'idée de monter ses projets et tout, j'ai une âme entrepreneuriale depuis toujours. Pareil, personne ne sait d'où ça vient. On me l'a dit dans tous les jobs dans lesquels je suis passée, tout le monde m'a dit tu resteras pas salarié, il faudra que tu montes ta boîte. Et du coup, j'ai ce côté de débrouillardise où je me dis, j'ai pas les ressources initiales, j'ai pas tout n'est pas de mon côté, tout ne joue pas forcément en ma faveur au début, mais pourquoi pas ? Bien sûr. Et ça va venir. Pourquoi pas ? Et là, tu n'es qu'au début de ton truc. On en reparlera dans 5 ans, quand tu seras tout en haut. Et là, je te dirais encore bravo. Ouais. Mais alors, du coup, prof de yoga, tu peux m'expliquer un petit peu comment... Parce que je crois que ça vient d'un voyage et je veux bien en savoir un petit peu plus. Ouais, en fait, du coup, quand j'ai passé 7 mois en Australie. Ouais. Donc à bouger un peu en Australie, voyager et tout. Et en fait, du coup, de base, ça part qu'avec mon copain, on avait envie d'expérimenter un peu le voyage solo dans le voyage à 2. Et on avait envie, chacun de partir un peu, géographiquement parlant, dans des destinations différentes, etc. Et moi, trottais un peu dans la tête depuis déjà quelques mois. En fait, je dis depuis quelques mois, mais je crois qu'avant même de partir en Australie, je m'étais dit, pendant ce voyage où je vais être à l'étranger, j'ai envie de me former au yoga. Parce que ça fait du coup, je dirais plus de 6 ans, je pense que je pratique. J'ai fait 2 retraites de yoga et surf au Maroc avant l'Australie, qui ont été à chaque fois de durée d'une semaine à 1 an d'intervalle. Et cet événement, j'en parle souvent dans mes podcasts, ça a été un événement déclencheur pour moi de toute la remise en question, de ma crise identitaire, qui a été aussi du coup une crise d'identité professionnelle, etc. Et c'est un de mes points d'ancrage dans le monde, tu vois. Je sais que le jour où je retourne à cet endroit, Quel endroit, du coup, au Maroc ? C'est Mirleft, au Maroc. Okay. C'est une maison qui est tenue par Lisa et Mehdi, qui sont des âmes qui m'ont bouleversée, tu vois, et qui m'ont ouvert à des trucs super puissants, mais tellement simples de la vie, qui m'ont juste ouvert à moi-même, en fait. Et donc, via le yoga et le surf. Donc, c'est pour ça que j'ai un lien particulier aussi à ces 2 disciplines. Et j'y ai retrouvé une telle reconnexion à moi et à la nature et à ce qui m'entoure. Et en fait, du coup, le yoga a pris vachement de place à ce moment-là dans ma vie. Je pense que et en fait, ça a été un vrai outil ça a été un vrai soin pour moi. Tu vois, tous ces healing methods, pour moi, le yoga, la méditation, le retour à soi, ça a été un outil précieux dans l'apprentissage de qui j'étais, de ce que je voulais être. Et donc, ça a pris beaucoup de place. J'ai continué à pratiquer en Australie. Je me suis dit, j'aimerais bien me former un jour. Mais pas forcément dans le but d'enseigner, c'était plus, j'ai envie d'aller plus loin dans ce que je connais de cette pratique que je connaissais en fait à date presque comme une pratique sportive, mais j'avais envie de comprendre aussi la tradition derrière, de vraiment l'étudier plus en profondeur. Et donc, quand il y a eu cette envie de faire des voyages chacun de son côté, moi, il y a ce truc-là qui est revenu en me disant, le voyage solo, ça me fait super peur, mais du coup, si je pars dans ce cadre qui est du coup une formation, etc., ça me fait quand même un peu moins peur. Et le moment est venu à ce moment-là de me dire, ok, mais où ? Parce qu'en fait, tu peux te former n'importe où au yoga dans le monde. Je voulais pas le faire en Australie pour la simple et bonne raison déjà que ça coûte très très cher ici, et en plus que j'avais envie de reconnecter avec la tradition en fait, les terres ancestrales du yoga. Et donc là est venue sur la table l'idée de l'Inde ou du Népal. Et l'Inde, c'est quand même un pays un peu controversé. Je rêve d'aller en Inde, mais je rêve d'aller en Inde le jour où je serai prête et où ce sera bien organisé et cadré. Et le Népal, je me suis dit pourquoi pas. Et en fait du coup, de fil en aiguille, en discutant avec Lisa, du coup, cette prof de yoga du Maroc, elle m'a recommandé une école qui se trouve au Népal. Et je me suis dit, là, les planètes s'alignent, let's go, quoi. C'est parti. Voilà. Et du coup, t'es partie. Je suis partie au Népal en juillet l'année dernière. Ok. Donc, t'étais en Australie. Ouais. Tu décides avec ton copain de l'époque de faire chacun votre voyage solo. Et toi, tu pars du coup. Donc, déjà, on a d'abord fait un voyage ensemble d'1 mois en Indonésie. Ouais. J'ai un énorme coup de cœur pour l'Indonésie. Okay. Et après, post-l'Indonésie, c'est là que nos chemins se sont séparés. Moi, je suis partie au Népal. Et t'as eu des peurs avant parce que là, j'ai envie de parler un petit peu de, tu vois, quitter du coup la personne qui t'a accompagnée pendant tout ce voyage, et d'un coup, tu vas te retrouver. C'était ton premier voyage en solitaire ? Du coup, j'avais déjà fait les retraites de yoga et surf au Maroc toute seule. D'accord. Ok. Mais là, c'était quand même genre, je suis vraiment loin de chez moi, loin de mes repères. Le Népal est un pays que je ne connais pas du tout, sur lequel il y a aussi beaucoup d'idées reçues, etc. Et il faut savoir que du coup, toutes les peurs que j'ai au quotidien dans ma vie sont aussi beaucoup dues au fait que j'ai grandi dans un climat de peur enfant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de peur chez moi, tu vois, et qu'on m'a beaucoup transmise. La peur de l'inconnu, etc. Et typiquement,
voilà, ça reste un parent, mes parents le savent, j'en ai déjà parlé plein de fois avec eux, mais de ce rapport à la peur qui m'ont beaucoup transmis. Mais typiquement, une des réactions hyper naturelles que ma mère a eues quand je lui ai parlé du Népal, c'était genre mais tu vas pas aller au Népal, genre c'est un pays dangereux, etc. Alors que, enfin, elle est jamais allée et c'est basé sur des constructions sociales, des trucs qu'on pense, qu'on voit entre guillemets, mais en plus. Enfin, je pense que c'est beaucoup d'interprétation, tu vois. Puis c'est les anciennes générations aussi. Il faut savoir que nos parents, ils n'ont pas autant voyagé que nous, ils n'ont pas eu autant, tu vois, l'envie d'aventure, la possibilité, tout simplement aussi. Du coup, ma maman est agent de voyage, donc elle a pas mal voyagé, mais du coup, je retire. Non. mais quand même, tu vois. C'était une autre éducation aussi qu'ils ont eue, et c'est beaucoup l'inconnu pour eux comparé à nous. Et puis là, je partais seule. Une fille seule. Et pour mes parents, je suis une petite fille fragile. Enfin, tu vois, face aux prédateurs, j'ai grandi dans ce climat-là, donc déjà ça a beaucoup impacté la manière dont je me suis construite, etc. Et donc moi-même, je pense que j'avais vachement peur du coup avant d'y aller, mais j'ai eu ce mantra de me dire j'ai peur donc j'y vais. Trop bien. Parce que genre j'étais vraiment dans une phase, et je pense que l'Australie en fait était aussi une réponse à ça, de me dire bah en fait j'ai grandi avec plein de peurs et tout, et j'ai besoin de les déconstruire une à une en fait, de me dire qu'en fait c'est que des peurs et que je peux aller de l'avant. Et en fait, notamment celle-là du voyage seul, etc., j'ai envie de me prouver que j'avais pas besoin d'un mec pour voyager, quoi. Et lui, il ne me faisait pas du tout peser pour le coup ça, tu vois, dans ma vie. Mais plus, mes parents, pour le coup, le jour où ils ont su que je partais avec quelqu'un d'Australie, ils étaient, pour le coup, là, il n'y avait plus de problème, quoi. Ils étaient rassurés, alors que je leur aurais dit, je pars toute seule. Je pense que le monde s'écroulait, quoi, tu vois. Ouais. Donc, le Népal, je suis partie toute seule. Au final, donc, j'ai vraiment pris ma décision, et j'étais sûre de ma décision avant d'en parler à mes parents, avant de leur annoncer. Parce que je savais très bien quelle réaction ils allaient avoir. Et ça aurait pu te faire reculer peut-être. Et je voulais être sûre de mon choix. Et donc du coup, je leur ai pas laissé le choix. Je leur ai dit non mais je pars en Népal. En fait, ça va très bien se passer. Enfin, on va me chercher à l'aéroport. Genre vraiment, vous inquiétez pas, quoi. Et du coup, Népal, aventure népalaise. Et tu y vas pour faire du yoga. Du coup, pour apprendre. Ouais, 3 semaines de yoga. Ouais. Et donc vraiment, de base, je vais au Népal que pour ça. Et donc j'avais un billet le lendemain de la fin de la formation pour partir en Malaisie rejoindre une amie. C'était la suite de mon voyage solo, en tout cas sans mon copain. Donc, donc du coup, c'était 3 semaines pour apprendre, du coup, pour avoir et à la fin, tu reçois une certification. Voilà. Ouais. En fait, pour le yoga, ça fonctionne par palier, mais en gros, le premier niveau que tu dois avoir pour pouvoir enseigner, c'est d'avoir un 200 heures. Donc, c'est 3 semaines de formation, et après, tu peux faire un 300 heures pour compléter, et tu as un 500 au total. Mais dès 200 heures de training, tu as un diplôme certifiant pour enseigner. Et il y a un truc que tu m'as dit, je sais pas si tu te souviendras, mais quand tu m'as parlé un petit peu du yoga, il y a un truc, la signification du yoga, une signification traditionnelle, et je sais plus si tu t'en souviendrais, mais tu m'as dit ça la première fois qu'on s'est rencontrés, et ça m'a marqué, mais alors ça m'a pas assez marqué parce que du coup je me souviens pas, mais je sais que la traduction du mot, peut-être que c'était ça. Mais je me souviens m'être dit, ah purée, c'est la première fois que j'entends ça. Que yoga, ça vient de quelque chose. Mais si tu t'en souviens pas tout de suite, on reviendra dessus. C'est pas grave, t'inquiète. En fait, j'essaie de me rappeler. Je me souviens. En fait, tu m'as dit un truc et en fait, ça m'a fait tilt parce que c'était la première fois que j'entendais ça et ça faisait vraiment sens. Mais on y reviendra. Okay. Et du coup, tu finis cette certification de yoga qui te permet aujourd'hui d'être instructrice. Exactement. Donc j'ai passé la certif. En fait, pendant le training, parce que de base, donc je devais vraiment repartir le lendemain. Et pendant le training, en fait, mais vraiment, au bout d'une semaine, je reçois un mail de ma compagnie aérienne qui me dit votre vol est annulé, le retour, on vous a replanifié sur un autre vol. Ça changeait pas grand-chose en termes d'heures ni rien. Mais ça me donne la possibilité, du coup, de bouger gratuitement mon billet si j'ai envie, puisque de leur fait, il y a eu une annulation et tout. Et en fait, je devais rejoindre ma copine en Malaisie, mais je devais faire un petit bout solo au début, quoi. Et dans le même temps, j'avais une copine que j'avais rencontrée, du coup, enfin une copine que je me suis faite, que j'ai rencontrée à la formation, qui, elle, avait prévu de rester jusqu'à septembre, mais qui n'avait aucun plan. Elle m'a énormément inspirée, parce qu'elle était en plus jeune que moi. Et enfin, non pas que là, je y joue forcément, mais j'étais vraiment admirative, parce qu'elle avait ce côté, pour le coup, j'ai pas peur, quoi. Genre, j'ai pris un billet pour le Népal, je fais mon training de yoga, elle savait qu'elle restait 2 mois après post le training, elle avait aucun plan. Et alors moi, ça ne m'est jamais arrivé de voyager comme tel, parce que j'ai justement tellement toutes ces peurs que j'ai besoin d'avoir des plans super carrés. Et en fait, du coup, je n'avais pas prévu de base d'étendre mon séjour au Népal, parce que, je pense que j'avais toutes ces peurs liées au pays en tant que tel qui me faisaient me dire non, je finis le training, je m'en vais, quoi. Et en fait, elle me dit mais ça te dit pas, on fait un trek ensemble, genre le Népal est quand même connu pour ça et tout. Et dans le même temps, j'ai ce billet d'avion qui s'annule, qui me permet de décaler si je veux mon billet. Et je me dis écoute, en vrai, j'ai pas besoin d'être en Malaisie direct, genre le lendemain du training, j'ai 5 jours avant que ma pote arrive. Pourquoi pas? Et du coup, je change mon billet pour 5 jours plus tard, ce qui me permet de faire un trek de 4 jours avec elle.
Et c'était l'apogée de tout ce que je venais de vivre en fait. Je trouve que je reviens juste sur l'idée de le changement de billet d'avion, en fait, le fait que la compagnie t'ait dit que le truc est annulé. Tu sais, parfois on fait des par automatisme, on change les choses et on se rend pas toujours compte. Mais quand on dit, par exemple, revenir à soi, se reconcentrer sur soi et écouter l'univers, si on croit en l'univers ou en ce qu'on veut, les signes, c'est ce genre de choses où on peut se dire, mais attends, peut-être qu'il y a une signification à ça. Mais bien sûr. Peut-être que ça veut dire que je dois rester. Peut-être que ça veut dire que. Et j'invite toujours les gens à vraiment analyser en fait quand ça se passe. Regarder autour ce qui se passe, bien sûr. Être en pleine conscience en permanence. Tellement. Parce qu'en fait, parfois, les gens ils me disent, mais quand il faut créer les opportunités, parfois il faut trop les pousser. Mais en fait, non parfois les opportunités, elles sont déjà là. Ouais. Et en fait, il suffit juste de les voir, de les entendre, tu vois, de les sentir et d'y aller. Mais pour ça, il faut être complètement plus ancré dans le présent. Mais c'est exactement ce que j'ai vécu au Népal m'a appris, en fait. Je pense que j'écoutais pas tant les signes avant. Enfin, du coup, dans toute mon éducation, j'ai aussi une éducation très cartésienne. Et donc, très, tu vois, pour que t'aies mal, faut que ça se voit, tu vois. Il faut que, si t'as pas une plaie ouverte sur 4 cm, t'as pas mal, tu vois. Je conseille le trait, mais c'était un peu comme ça. Donc, du coup, j'ai pas du tout été éduquée à écouter mon intuition, l'énergie, les signes, tout ça. Du coup, c'est mon éducation personnelle que je me suis faite. Mais le Népal, pour ça, m'a transformée. Et en fait, quand j'ai vu ce signe, cette voix s'ouvrir devant moi, je me suis dit, mais en fait, tu peux pas ne pas la prendre. Genre, il y a un truc forcément à explorer derrière, tu vois. Et j'ai eu tellement raison. Bah oui. Mais c'était transformant. Mais heureusement que tu l'as fait. Mais heureusement que j'ai fait. Mais il y a un truc intéressant que tu dis là, c'est que du coup, tu n'as pas été dans une éducation spirituelle, mais plus cartésienne. Ouais. Comment ils le ressentent, tes parents ou ta famille, du coup, de te voir changer comme ça et tu vois, de commencer à faire de la spiritualité avec le yoga et toutes ces choses-là qui sont, je pense, complètement déconnectées. Ouais. La première fois que je suis partie en retraite de surf et yoga, mon père avait peur que je me fasse enrôler dans une secte. Ok. Tu vois, donc c'était, il était genre, mais ton truc de, tu vois, faut pas prononcer le mot gourou et tout, c'était vraiment, genre, il a été flippé. Et ouais, pour lui, le yoga, c'était, il comprenait pas trop. Puis, en fait, mes parents ont telle confiance en moi, ils voient à tel point je suis débrouillarde et tout, que je pense qu'ils se sont dit, bon, elle sait ce qu'elle fait. Ils savent que aussi, je teste plein de trucs, j'ai changé plein d'avis, je suis très entreprenante et tout, donc ils sont pas sur la fréquence sur laquelle je suis, donc ils se laissent un peu porter par le truc. Je pense ils se prennent une vague de peur et de crainte et tout. Mais ils me connaissent, ils me font confiance. Et c'est ce qui les ramène toujours à la raison de se dire, ok, vas-y, laisse-la faire. On regarde un peu de loin, tu vois. Ça veut pas dire que des fois, ils m'ont pas balancé un peu leur peur et leur crainte et tout, mais j'ai appris un peu à m'en protéger, du coup. Et je pense qu'au début, ils ont eu très peur. Et en fait, du coup, ils ont fini par s'y ouvrir un peu plus. Bon, on n'est pas non plus, ils sont pas, tu vois, beaucoup très pratiquants de yoga, etc. Mais ils y sont plus ouverts, ils comprennent pourquoi je le fais, et ils sont beaucoup plus investis qu'avant. Je pense que pour le coup, mon voyage nous a j'ai eu besoin d'un éloignement assez fort au début. Je pense que j'ai eu besoin de couper le cordon, quoi. J'ai eu besoin de vraiment m'émanciper. Et depuis quelques mois, je dirais, en fait, depuis que j'ai lancé mon nouveau podcast We Rise, donc depuis octobre, j'ai beaucoup parlé avec mes parents en distance. Du coup, en fait, je suis une de ces personnes pour qui la distance a rapproché. Avec beaucoup de membres de ma famille, parce que du coup, en plus de tout ça, je suis dans une famille où on parle pas beaucoup, on parle pas d'émotions, etc. Et la distance nous a énormément rapprochés et nous a fait nous dire des choses qu'on s'était jamais dit. Et au final, je crois que du coup, je les sens vraiment beaucoup plus investis et compréhensifs depuis ce moment-là. Et avec We Rise, en fait, je me suis aussi beaucoup exposée. J'ai aussi beaucoup mis de moi et de mon cœur et de ce que j'avais vécu. Et en fait, ils ont tous tout écouté. Waouh. Ouais. Oh, c'est beau, ça me donne des frissons. Ouais. Parce que ça a donné des discussions et des échanges qui étaient tellement forts, tu vois. Et ouais, franchement, ça a été... je pense que ça les a aidés à me comprendre. Et je pense qu'ils ont aimé aussi, même si ça les a aussi beaucoup... On a une copine qui arrive. Il y a le petit chien qui arrive sur le podcast. Trop chou. Mais les aléas du direct, du coup, on adore. Mais du coup, c'est super beau ce que tu dis parce que... En fait, je pense qu'ils avaient besoin de me comprendre, tu vois. Parce qu'il y a des moments où ils étaient un peu perdus et ils se sont dit, elle est en train de nous mettre... Alors, je l'ai pas fait pour eux, tu vois, mais elle nous met un peu un outil à dispo pour comprendre ce qui se passe dans sa tête et dans sa vie. Et du coup, ils s'en sont saisis, ils ont écouté... Et je crois que ça leur a fait du bien. Il y a des moments où ça a pu leur faire du mal aussi, ou leur
créé un peu des incompréhensions, parce que j'ai aussi parlé de mon éducation, de ce que j'avais vécu, de ce que j'avais ressenti. Mais j'ai toujours ouvert la discussion avec eux. On en a toujours parlé, etc. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, ils me comprennent davantage. Ils comprennent le chemin sur lequel je suis. Ils comprennent pourquoi je suis sensible à tout ça. Et ils l'acceptent beaucoup plus qu'avant. Et je sais que c'est marrant, mais maman, pour le coup, me parle beaucoup. Elle est beaucoup plus dans l'émotion et tout. Elle me dit à quel point elle est fière de moi et surtout très admirative. Elle me l'a déjà dit, mais je fais tout ce qu'elle n'a pas osé faire. Okay. Et elle a une grande admiration pour moi pour ça. Et donc ça nous a beaucoup rapprochés d'en parler. Et je sais que tu vois, elle en parle à ses copines. Elle est super fière de mon parcours et de tout ce que je fais, tu vois. Et je reçois des messages de ses copines sur Instagram qui me disent non mais on est trop fans. On est super. Ta mère est super fière de toi et nous aussi, genre en plus je pense c'est des mamans du coup aussi qui me connaissent depuis que je suis petite et qui sont genre mais bravo pour tout ce que tu fais. Enfin, je me sens super soutenue du coup. Et c'est important. C'est trop bien, ouais. Et tu te sens soutenue de tes amis aussi ? Comment ça se passe pour ça ? De tes amis qui sont restés du coup, qui sont en France, hein ? C'est une trop bonne question. En vrai, ouais. Pas tous à la même intensité, pas tous qui émettent le même intérêt, mais genre il y a personne qui m'a jugée, en tout cas jamais frontalement, qui m'a dit mais qu'est-ce que tu fous ? Je crois que tout le monde sait que je suis un peu j'ai ce truc un peu volatile et expérientiel et j'ai besoin de vivre à 100%. Je sais que quand qu'il y a beaucoup de mes amis qui écoutent We Rise, il y a beaucoup de gens avec qui je deviens amie, mais ils m'ont découvert par mon podcast. Enfin, tu vois, c'est un peu marrant. Et non, en vrai, je me sens quand même assez soutenue. Mais je crois que ça fait aussi partie du truc de je me suis détachée j'ai moins d'attentes qu'avant. Et je suis genre, en fait, j'attends pas de mes amis, tu vois, par exemple, qui soient au rendez-vous tous les lundis à écouter mon podcast. Enfin, je m'en fiche. Je sais aussi qu'il y a des sensibilités, tu vois. Il y a des gens qui aiment pas le format, il y a des gens qui s'en foutent, qui disent qu'ils me connaissent et qui n'ont pas envie de forcément m'écouter toutes les semaines. Et j'ai aucun problème avec ça, tu vois. Après, par contre, je trouve ça assez normal. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'attends un peu d'amitié et je pense que c'est ce que j'aime aussi donner. Mais que, en effet, quand tu lances un projet, ça m'a fait évidemment plaisir quand t'as tes potes qui repartagent, qui te soutiennent, qui t'envoient juste, ou des fois juste des messages pour te dire, je suis trop fière de toi, genre go girl, quoi. Et ça fait du bien. Mais j'attends moins qu'avant, quand même, je pense. C'est bien. Tu fais ton truc et tu y vas et tu inspires de toute façon, comme tu dis, même des gens que tu connais même pas. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux nous dire 2 mots sur ton podcast, nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Ouais, en fait, du coup, tout ce que je vous raconte là, c'est sur le podcast. Voilà, on a tout commencé. Je pense, non, quand même pas de cette manière-là, parce que je me suis quand même livrée d'une manière dont j'avais jamais fait. Mais en fait, pour moi, tout ça, c'est un énorme voyage intérieur en fait que je vis du coup depuis 1 an et demi. Et j'ai appris beaucoup de choses de tout ça. Donc j'ai pas la prétention de dire que j'ai un savoir à transmettre, mais en tout cas je pense que j'ai des expériences que j'ai vécues. C'est le chien qui éternue. Ouais. J'ai plein de trucs que j'ai vécus qui je pense peuvent servir en fait, peuvent aider aux gens à se reconnaître. Et en fait j'avais déjà eu un podcast avant celui-ci, sans sucre, que j'ai eu pendant 3 ou 4 ans avec mon amie Vanille, et ça a toujours été notre fil rouge en fait, de dire on veut permettre aux gens de se sentir moins seuls en partageant des expériences qui sont des fois des trucs assez simples de la vie mais qui font du bien en fait quand tu te sens moins seul. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec We Rise et j'ai mis beaucoup de moi et de mon vécu et j'ai envie de montrer que c'est possible. J'ai envie de montrer, j'ai envie, et je veux pas paraître prétentieuse en disant ça, mais j'ai envie d'être l'inspiration que moi je cherchais quand j'étais petite, tu vois. C'est beau. J'ai cherché des modèles, des rôles modèles qui ressemblaient au parcours que je peux avoir aujourd'hui, en fait, voilà d'où je pars, c'est-à-dire d'un truc où on peut t'as rien. Enfin, je mesure mes propos en disant que, enfin, je sais que je suis une femme blanche, tu vois, j'ai grandi en France, je suis pas non plus la plus à plaindre, tu vois, en termes de d'où je pars, mais je pars pas non plus du haut du podium, quoi, en termes d'argent, de classe sociale. Enfin, tu sais, des trucs bêtes, mais quand j'étais à l'école, il fallait chercher les premiers stages, mais en fait, j'avais 0 réseau, donc j'ai toujours dû me démerder, quoi. Et en fait, j'ai envie de montrer que tout est possible. Autant, du coup, accéder à la grande carrière comme j'ai pu finir par réussir à le faire, et non pas sans difficulté, sans douleur et sans travail. Et aussi me réinventer complètement et me dire que, en fait, c'est pas parce que, du coup, j'avais atteint ce truc-là que je peux pas aussi tout envoyer valser en me disant, c'est peut-être pas ma vie, il y a peut-être autre chose qui m'attend, en tout cas à date. Et du coup, let's go, on met un coup de pied, on recrée tout de presque zéro, quoi. Tu dirais que tu te fais beaucoup plus confiance aujourd'hui ? Ah ouais, grave. Et du coup, tu as envie de faire quoi plus tard ? C'est quoi ta vision là sur l'après ? S'il y a un après, on peut aussi juste être là maintenant dans le présent et du coup, je vis beaucoup. Alors, je pense que
du coup, il y a 1 an et demi avant que je parte en Australie, j'étais du genre à voir ma vie planifiée sur 10 ans, tu vois. Genre, par exemple, en plus, notamment dans mon taf, tu rentres dans le conseil, t'as genre, à plus 3 ans, je peux atteindre tel grade, et puis à plus 5, puis à plus 10, et du coup, t'as un peu le truc qui se déroule devant toi, le tapis rouge, quoi. Ce qui m'a profondément angoissée. Et en fait, j'étais vraiment quand même de cette team, même, tu vois, genre, j'ai jamais eu de mal à parler d'enfants, de mariage. Je suis quelqu'un qui se projette et qui n'a pas peur de ça. J'ai pas peur de l'engagement, ce genre de truc, pour le coup. Moi qui ai beaucoup de peur, j'ai pas trop ces peurs-là. Ok. Parce que je pense que ça me rassure, en fait, à l'inverse. Qu'est-ce qui te rassure? D'être engagée? D'avoir une vision long terme, de me dire que ma vie, elle était cadrée et tout. Et en fait, l'Australie a complètement rebalayer tout ça. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de vivre ni dans le passé ni dans le futur, j'ai envie de vivre dans l'instant. Donc évidemment que j'ai des projets à plus ou moins à court moyen terme, pas du tout à très long terme. Honnêtement, là, me projeter à plus d'1 an, c'est quasiment impossible. Et puis je sais que quand même, je me projette même à plus de 6 mois, il y a potentiellement de grandes chances que rien ne se passe comme prévu. Mais on va dire que pour faire quand même général, et en même temps c'est ma ligne de vie actuellement et le chemin que j'emprunte, en fait j'ai juste envie de continuer dans ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de m'écouter, et qu'en fait si j'ai envie d'essayer de lancer un truc, bah j'y vais. Si en fait je me rends compte que ça marche pas et que c'est pas ça, bah j'arrête. Et j'ai juste envie de continuer à être hyper alignée avec moi-même, avec mon intuition, avec ce dont j'ai envie. J'ai envie d'apprendre à beaucoup plus vivre pour moi, de faire des choix en conscience. J'ai envie de développer l'amour de soi, parce que je pense que j'en suis quand même encore un peu loin, même si le chemin a déjà progressé, mais je pense que j'ai encore quelques steps à passer. Et ouais, je crois que du coup, tout découlera hyper naturellement. En fait, j'ai envie de continuer à voyager, parce que ça m'a tellement nourrie. J'ai envie de retourner au Népal, mais pas que. J'ai plein d'idées de voyage. On sent vraiment la transformation, tout simplement parce que tout à l'heure, quand tu m'as dit une de tes premières peurs avant de partir en Australie, c'était justement qu'est-ce que tu vas faire 1 ou 2 ans après le voyage, alors que là, aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Et justement, j'ai peur de devoir penser. Et c'est un truc qui m'a beaucoup angoissée ces derniers mois, c'est que typiquement, je suis rentrée en France pour les fêtes à Noël, et tout le monde me disait alors c'est quoi la suite, tu vois. Et j'étais genre, mais arrêtez de me poser cette question, je ne sais pas. J'ai un billet pour rentrer à Sydney le 17 janvier, that's all. Genre vraiment, je verrai en arrivant, quoi. Et à l'inverse, du coup, aujourd'hui, maintenant, j'ai plus peur de ce truc on attend de toi qu'il faut que tu saches tout de suite. Alors que non, enfin vraiment, j'ai envie de dire aux gens, genre, vraiment pas, il n'y a pas de mal à pas savoir, en fait. Et step by step. Mais qu'est-ce que tu dis du coup aux gens qui ont vraiment envie de se transformer, tu vois, qui ont peut-être envie de changer de vie, de sortir de ce CDI, de faire autre chose, de partir à l'aventure, mais qui peuvent avoir cette peur et cette crainte qu'on peut tous avoir finalement, tu sais, de non-stabilité, bien sûr. C'est super légitime. Et pas que financière, parce que parfois c'est aussi, est-ce que vraiment je vais réussir, est-ce que je sais faire des trucs manuels, est-ce que vraiment je vais me trouver, est-ce que je vais trouver quelque chose qui va vraiment m'animer, tu vois, ne pas se perdre encore plus. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens-là? Bah, j'ai envie de leur dire que déjà, faut accepter ses peurs. C'est le premier step, parce que les peurs, elles sont normales. C'est genre vraiment très simplement le fonctionnement du cerveau. Accepter qu'elles existent, mais en fait, ne plus les voir comme un frein, mais comme un moteur pour avancer, en fait. Ce truc de j'ai peur, donc j'y vais, pour moi, était vraiment très très fort, de me dire que c'est justement parce qu'il y a une peur qu'il y a un truc à aller chercher, un truc qui titille, un truc tu vois, que tu as envie d'aller creuser. Des risques, il y en aura toujours. No risk, no story. Enfin, tu vois, vraiment, genre, la boucle est bouclée. Hein. Vraiment, il y en aura toujours. Il n'y a pas de risque zéro, il n'y a pas de situation sans risque, mais il y a des risques mesurés. Et en fait, je pense qu'il y a un moment, enfin, tu vois, l'oiseau, bébé, quand il doit apprendre à voler, à un moment donné, il faut qu'il se jette, tu vois. Il faut il est dans l'arbre, il faut qu'il essaye de déployer ses ailes. Et je le vois vraiment comme ça, toutes les épreuves de la vie. À un moment donné, il faut que tu sautes de la falaise, quoi. Mais t'inquiète pas, genre, trust the process. Genre, vraiment, j'aurais plein de citations comme ça, tu vois, go with the flow. Genre, ça va aller, parce qu'à partir du moment, et ça, c'est le deuxième point, pour moi, il y a vraiment apprendre à accepter tes peurs, déjà, de dire que, ok, elles sont là, et genre, en faire une force plutôt qu'une faiblesse. Et le deuxième, c'est te reconnecter à ce que tu veux vraiment. Ton intuition, écoute ce qu'il y a au fond de toi. Parce que ça, pour moi, ça a tout changé aussi, de me dire, en fait, on nous apprend à faire taire notre intuition, à suivre des trucs super rationnels. Mais si c'est un truc qui résonne, qui est là, qui fait écho encore et encore, qui revient, c'est qu'il faut que tu grattes, il faut que tu ailles chercher, il faut pas que tu laisses. Si tu fais taire ce truc, ça reviendra en boomerang, ce que je disais tout à l'heure, dans ta vie à un moment ou un autre. Donc je pense qu'il faut accepter ses peurs, écouter son cœur et suivre son intuition, et oser sauter de la falaise, parce que franchement, le chemin est trop beau, quoi. Genre vraiment. Et ce sera fait de haut et de bas. Hein.
là, faut pas faire vendre du rêve aux gens, tu vois, genre. Bien sûr. Ça fait partie de l'aventure. Mais c'est ça. Enfin, pour moi, c'est comme la météo, tu vois. Pour qu'il y ait des arbres et des fleurs, il faut de la pluie et du beau temps. Il faut du soleil et des averses. Et bah, la vie, c'est exactement ça. Merci beaucoup, Shannon. Comment tu veux que les gens se connectent à toi ? Bah écoute, je pense que c'est Instagram le meilleur moyen aujourd'hui de me suivre. Je mettrai tout dans la description, Instagram et ton podcast. Mon podcast We Rise. Et puis pour les gens qui sont sur Sydney et qui veulent venir faire du yoga avec toi, parce que là du coup j'y pense moi-même, tu vois, bon, on ne sait jamais, mais où est-ce qu'on peut te trouver ? Bah du coup, donc je mets toutes les adresses sur mon compte Insta, mais j'enseigne dans 2 studios à date. On espère, on manifeste et on agit surtout, parce que la manifestation seule ne marche pas. Mais qu'il y aura 2 studios, j'y travaille. Et donc il y en a un sur Bondi, un dans le centre de Sydney. Pour l'instant, je donne 4 cours par semaine de manière régulière, mais je prends aussi d'autres trucs de temps en temps. Je donne parfois, donc là avec l'hiver qui arrive, ça va être plus compliqué, mais des cours sur la plage de Bondi. Donc voilà, il y a plein de possibilités en effet de me retrouver, de venir me rencontrer. Je suis toujours hyper contente de discuter aussi sur Instagram, de prendre un café avec ceux, voilà, j'adore connecter, ça m'anime et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et moi je trouve ça trop précieux en fait. Et voilà, il y a plein de trucs cool qui arrivent. Je peux pas encore vraiment dire quoi parce qu'il faut que ça se lance. Allez suivre Shannon. Mais vraiment, je pense que c'est juste ça. Il y a un truc logique en fait. Enfin, j'ai fait tout ce chemin et ça m'amène aujourd'hui à créer ce projet que je suis en train de lancer, enfin moi aussi sauter de la falaise professionnellement parlant. Je pense que le yoga et tout, c'était que des petites steps et il y a quelque chose de plus grand qui va arriver parce que c'est tout un cheminement et puis c'est ce qu'on appelle la vie finalement. Exactement. Tu n'arriveras jamais juste au bout de la montagne et puis il n'y aura plus rien derrière. C'est un chemin total et ça prend du temps. Bravo à toi d'avoir sauté le pas. Merci. Bravo à toi de t'être désenfermée, d'avoir pris ta liberté. C'est très inspirant. Je pense que ça donne beaucoup d'espoir, beaucoup de force. J'espère si ça peut aider en tout cas. Et c'est ce que j'essaye de transmettre via We Rise et via tout ce que je partage. Et c'est ce que je compte faire par la suite. Ce truc de... venez, c'est le slogan de We Rise, on s'élève ensemble et en fait je crois que aussi c'est la force du collectif qui fait qu'on peut avoir ce courage d'oser sauter le pas et c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Je veux tendre la main à ceux qui ont peut-être besoin un peu qu'on les tire pour oser aller vers un truc qui nous ressemble davantage. Bravo Shannon. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces mots. Vous pouvez également me donner un énorme coup de pouce en vous abonnant à ma chaîne ou en laissant un commentaire sous ce podcast. Je suis super ouverte au retour et ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir vos feedbacks. Ça me permettra d'améliorer cette chaîne et de faire grandir encore plus ce podcast au maximum. Et puis si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur mon travail, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram Fly with Mel. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.